Extrait numéro 13 du livre La mémoire des vaincus de Michel Aragon. Le 22 juillet 1917, au Sénat, Clemenceau accusa Malvy de trahison. Le 6 août, Almérida a été arrêté. Une semaine seulement plus tard, dans la nuit du 13 au 14 août, Eugène Bonaventure de Vigo, dit Miguel Almérida, fut découvert inanimé dans la cellule 14 de la prison de Fresnes, juste la veille du jour où il devait rencontrer son avocat. La police conclut d'abord à un décès par hémoptysie, qui devint quelques jours plus tard un suicide. L'accusé s'étant pendu au barreau de son lit avec les lacets de ses souliers. Se pendre soi-même, couché, par simple traction sur les barreaux de son lit, puisque telle était la position dans laquelle on le trouva, demande des dispositions à l'acrobatie. Ce qui fit écrire un journal du soir, il avait des lacets à ses souliers, et en mourut prématurément. On ne sut jamais si Almérida Vigo dut son suicide à des envoyés de Malvy et de Caillaux qui voulaient l'empêcher de parler, ou s'il fut tout simplement liquidé par des policiers se vengeant de l'époque où l'anarchiste Vigo leur en faisait voir de toutes les couleurs. Qui fut châtié, l'anarchiste idéaliste d'avant-guerre ou le politicien affairiste? Toujours les agents provocateurs ou les boucs émissaires servent de prétexte à la répression. À l'élimination d'Almérida succéda le procès d'Armand, condamné à 5 ans de prison pour complicité de désertion, puis celui de Lecoing, condamné également à 5 ans de prison, plus 18 mois pour propos subversifs à l'audience. Enfin, celui de Sébastien Faure, qui n'écopa que de 6 mois, puisqu'on ne trouvait rien à lui reprocher, sinon d'être Sébastien Faure. En réalité, en bouclant ces pacifistes, le gouvernement croyait juguler la source du défaitisme qui affectait les régiments de première ligne. C'était donner bien du crédit à des militants minoritaires dans leur propre organisation, inconnus de la masse, et sans influence aucune dans les tranchées. C'était en même temps les tirer de l'anonymat, en faire des héros, voire des martyrs. Ainsi roule la machine du pouvoir, qui, en désignant elle-même ses ennemis, en les suscitant au besoin, assure la renommée de ces derniers. Eux-mêmes, qui n'exercent aucune puissance, en reçoivent par là du pouvoir central, du pouvoir officiel. Le pouvoir sécrète les contre-pouvoirs. Mais sans cette opposition, ne dépérirait-il pas, ne mourrait-il pas de sécheresse? En août 1917, Barcelone se proclama commune libertaire. Fred y vit la main de Victor Kibačić. L'insurrection de Barcelone, conduite par des conseils d'ouvriers et de paysans, comme celle de Saint-Pétersbourg, était toutefois plus radicale que cette dernière, puisqu'elle sautait par-dessus l'étape transitoire du gouvernement bourgeois de Kerensky installé en Russie. Mais 2 mois plus tard, Lénine et Trotsky chassaient à leur tour Kerensky du trône des tsars et annonçaient l'abolition de l'État. Que d'événements incroyables! Et comment ces hommes si ordinaires, si anonymes, si isolés, si pauvres, si démunis, pouvaient-ils tout à coup arracher aux maîtres du monde leurs privilèges? Rirette rue Fessard, Delessal rue Monsieur le Prince, exultaient d'enthousiasme, de joie. Alors que tout semblait perdu, l'utopie devenait réalité. Fred allait de l'une à l'autre adresse, ballotté dans cette exaltation qui le grisait lui-même. Par contre, à l'atelier, l'atmosphère pesait, de plus en plus morne. Barcelone et Saint-Pétersbourg étaient bien loin, et, ici, la guerre s'éternisait. Les mutineries de soldats laissèrent supposer un moment que les combattants, aussi bien français qu'allemands, mettraient la crosse en l'air et fraterniseraient. On ne savait pas que, dans les rangs des mutins, 1 soldat sur 10, choisi au hasard, était fusillé, et que Pétain insistait auprès du gouvernement pour que ne soient pas graciés les condamnés à mort du Conseil de guerre. La terreur est nécessaire, décrétait celui que les soldats appelaient le boucher de Verdun. Fred, qui n'avait reçu aucune nouvelle d'Hubert, s'inquiétait. Mais ni dans cette tragique année 1917, ni lorsque lui-même sera appelé avec sa classe, ni dans toute la suite de sa vie où il rencontrera tant de militants, il ne trouvera trace de son premier ami. La guerre l'avait escamoté,
Était-il disparu, comme tant d'autres, volatilisé dans une explosion d'obus? Avait-il été fait prisonnier? Avait-il été jeté dans la fosse commune de ces condamnés à mort? Était-il retourné après le conflit dans un anonymat volontaire, trop écœuré par tant de misère, brisé à tout jamais par la souffrance? Toujours Fred s'interrogera, questionnera ceux qui auraient pu être des témoins. En vain.